Si vous voulez bien, on va attaquer, puisqu'on a un petit peu de retard sur votre programme, on va attaquer la table ronde sur statistique et démocratie. D'une part, je remercie Rim pour la présidence de cette table ronde. Donc, je représente le GENES. Le GENES, c'est le groupe des écoles nationales de l'économie de la statistique à Paris, qui a en son sein deux grandes écoles que sont d'ingénieurs en stat éco, que sont l'ENSAE et l'ENSAI, plus un centre de recherche, plus un centre de formation continue, plus un centre d'informatique, plus etc. Et qui est un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche sous la tutelle du ministère de l'économie et des finances et par délégation sous la tutelle de l'INSEE, c'est-à-dire de l'Institut national de la stat en France. Voilà. Donc, je ne vais pas m'étendre davantage. Donc, nous avons trois exposés. Les différents orateurs sont à cette table. Donc, les exposés sont limités à 20 minutes, pas plus de 20 minutes. 18 minutes conviendrait un petit peu mieux, de façon à laisser ensuite du temps pour les questions dans la salle. Donc, je passe la parole en premier à Jean-Jacques Grosbeck, qui est professeur à l'Université de Bruxelles. Remercier les organisateurs de cette journée de m'avoir invité à vous parler d'un sujet qui peut vous surprendre, statistique et démocratie, vieux ou jeune ménage. Je tiens tout de suite à vous rassurer, je ne suis pas spécialiste en psychologie des couples, mais je suis véritablement un statisticien. Alors, mon objectif, c'est d'essayer d'introduire la discussion et les présentations qui suivent avec une approche un peu historique. Parce que je crois qu'il est important de voir comment, dans le temps, ces deux entités que sont la statistique et la démocratie ont pu se rencontrer et interagir à un certain moment. Je vais donc essayer de suivre d'abord une filière purement chronologique, en regardant quelles sont les grandes étapes du parcours de la statistique, et en essayant de voir dans cette évolution comment la démocratie est intervenue. Alors, vous savez tous, premier élément important, que la démocratie est un mot qui en français vient du grec démos qui veut dire peuple et kratos qui veut dire pouvoir. Et on a l'habitude de considérer que l'une des définitions les plus acceptées de la notion de démocratie a été donnée par le président des États-Unis, Lincoln, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Il est évident que c'est une définition qui n'est pas toujours respectée dans la réalité et que notre conception actuelle a quand même légèrement évolué. Dans l'Antiquité, les démocraties ont-elles existé? Oui. On en trouve dans un certain nombre de lieux, notamment dans Sumer, la région de Sumer, donc c'est la région de l'Euphrate, la région centrale dont beaucoup de choses sont parties. On en trouve aussi dans les Indes, dans certains États des Indes, à Athènes, forcément, je viens de l'évoquer, République romaine, mais il faut avouer que la notion de démocratie n'est pas une notion qui concerne les peuples à l'époque. Elle concernait des citoyens. Les citoyens en situation de pouvoir voter, de pouvoir émettre leur avis, de pouvoir discuter les lois. Et parmi ces citoyens, il y avait toute une série de catégories de personnes qui étaient bien entendu rejetées. D'abord, il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas d'esclaves, il n'y avait pas d'étrangers. Et il valait mieux être riche pour participer aux discussions. Donc vous voyez que c'est quand même une conception assez relative. Venons-en à l'histoire de la statistique, puisque c'est ça qui est mon objectif. Je vais distinguer 5 grandes étapes dans cette histoire pour vous montrer comment la notion de statistique a pu évoluer.
La première va de l'Antiquité à peu près la fin de l'Empire romain. C'est celle des recensements. Les recensements ont été effectivement un élément moteur dans la stratégie des dirigeants, puisqu'elles permettaient d'avoir des objectifs tout à fait, je dirais, d'actualité, celle de pouvoir administrer leur État, de pouvoir savoir combien d'hommes on pouvait mettre dans les armées et combien d'impôts on pouvait prélever pour assurer son existence. Ça n'a pas évolué fortement dans un certain nombre d'États, mais il faut dire que c'était la seule voie de gérer cette information. Alors vous l'avez vu sur la petite carte là, c'est parti de Sumer, c'est parti de ce croissant fertile, et ça a évolué dans l'espace, d'abord vers l'Égypte, puis vers la Chine, en passant par l'économie au niveau des Indes, et en allant vers l'Empire romain, qui sera le dernier élément qui va faire du recensement un élément majeur de son existence. Le dernier recensement dans l'Empire romain date de l'année 73 de notre ère, ce qui est quand même assez récent. Il faut dire que cette première étape se termine avec cet Empire romain qui a disparu, et dans la deuxième étape, qui est le Moyen-Âge au niveau occidental du terme, du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, on peut dire que de point de vue statistique, c'est un peu le désert. Il y a peu de choses qui sont faites parce qu'il n'y a pas véritablement d'objectifs qui sont bien établis avec des moyens qui sont mis à la disposition des dirigeants. D'ailleurs, le mot démocratie, comme sur mon transparent, est assez difficile à lire. L'oligarchie est venue un petit peu le remplacer, mais ce sont essentiellement des monarchies ou des régimes forts qui vont occuper ces Moyen-Âge et qui vont donner peu de place à l'examen des différentes populations. La troisième étape, chose importante, va quand même commencer ou mettre ses prérogatives à la fin de ce Moyen-Âge. Au XIVe et XVe siècle, et ça va aller jusqu'au XVIe, on crée ce qu'on appelle des registres de population, registre de baptême, registre de mariage, registre de décès, et ceci dans un objectif qui ressemble très fort à ce qui était à l'origine avec le recensement, c'est-à-dire le contrôle de l'État et le christianisme ayant pris le pouvoir en Occident et le contrôle de la religion. Ces problèmes de contrôle se traduisent par un ensemble de données qu'on appelle actuellement des données individuelles ou des données personnelles, et ce sont ces données qui seront utilisées pour effectuer ce fameux contrôle. Mais on peut dire que c'est du même genre que les recensements qui étaient faits auparavant, et nous arrivons à cette troisième étape importante qui va quand même bouleverser les choses. La troisième étape, c'est le XVIIe et le XVIIIe siècle. Au XVIIe et XVIIIe siècle, qu'est-ce qui va se passer de neuf? Quels sont les deux éléments moteurs qui vont modifier la définition de la statistique? D'abord, l'arithmétique politique anglaise. Devant la difficulté de faire des dénombrements de population en particulier, on s'est dit qu'il valait mieux dénombrer d'autres choses plus faciles à comptabiliser, que sont les feux, ce qu'on appellerait les ménages, ou les foyers actuellement. Et il suffit de connaître le nombre moyen d'individus dans un ménage, en multipliant par le nombre de ménages ou de maisons que l'on a pu dénombrer, vous aurez une estimation de la population. Et donc on a pour la première fois des données estimées, ce qui n'existait pas auparavant, et estimées avec ce multiplicateur qui permet de passer de l'une à l'autre. Et le deuxième élément tout à fait moteur de cette époque, c'est le fait que la statistique ne va pas seulement concerner des États, mais aussi des approches scientifiques. Puisque les instruments de mesure sont de plus en plus performants, on va disposer d'un nombre de données mesurées, essentiellement en astronomie, mais aussi sur notre Terre, qui sont de plus en plus valables. Et ces données mesurées vont permettre de créer un élément tout à fait moteur pour la compréhension de la suite, que sont les erreurs d'observation. Les erreurs d'observation satisfont à des lois. La plus célèbre des lois, vous l'avez là sous les yeux, c'est cette fameuse loi normale de Laplace-Gauss, qui est tout à fait compréhensible en termes d'erreur de mesure, parce qu'on veut avoir une erreur moyenne la plus faible, la plus proche de zéro, mais qui, au XIXe siècle, va se transformer vers les populations. Si vous voulez bien, résumons-nous. Au départ, vous avez des données individuelles, des dénombrements,
Plus tard, vous aurez des observations. Vous avez des données indirectes qui vous permettent d'avoir des données estimées. Et vous avez des mesures répétées d'un phénomène, dans le domaine astronomique en particulier, qui vont créer ces fameuses théories des erreurs. Mais ces données sont au service de qui? Ben, jusqu'à présent, les systèmes de gouvernance sont toujours les mêmes. Bien sûr, vous avez des monarchies qui sont peut-être un peu plus ouvertes, mais ça reste des monarchies. Et véritablement, ce fameux mariage que j'ai évoqué dans mon titre, on va le voir apparaître seulement à la fin du XVIIIe siècle, avec la création de ces démocraties qu'on appelle les démocraties libérales. Aux États-Unis, d'abord, en 1788, qui vont fonder leur constitution sur les mots liberté et égalité, deux mots qui seront complétés par un troisième au niveau de la France, avec la fraternité. Et la Déclaration des droits de l'homme va servir de base à la création d'un certain nombre d'activités dans la suite. Alors je ne peux pas m'empêcher de signaler aussi qu'il y a eu à la même époque une Déclaration des droits de la femme, mais qu'il faut l'avouer n'a pas été fortement défendue, notamment du fait que c'était des hommes qui devaient les défendre. En ce qui concerne les enfants, là il a fallu attendre 1959 pour voir une Déclaration des droits de l'enfant, pour voir le temps qu'on a mis pour arriver à ce point. Nous sommes donc au début du 19e siècle. Au début de ce 19e siècle, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer beaucoup de choses. D'abord, un personnage qui s'appelle Adolphe Quetelet, dont vous avez la photo sur l'écran, va proposer de transposer toute cette théorie des erreurs d'observation du domaine de l'astronomie vers le domaine de l'étude des populations. Non seulement pour les caractéristiques physiques, comme la taille et le poids, mais aussi les caractéristiques morales. Et dans ce contexte-là, on va avoir la création d'un certain nombre d'organismes, de bureaux de statistiques, d'instituts, d'organisations, je dirais, de l'État, qui vont s'occuper de récupérer, de construire un certain nombre de statistiques pour pouvoir gérer convenablement cet ensemble d'informations. Et de là vont apparaître des nouvelles données qu'on appelle des données agrégées, notamment l'utilisation de la moyenne, qui est un des concepts essentiels qui a été importé du domaine scientifique vers le domaine de l'étude des populations. Il a fallu attendre 50 ans pour se rendre compte que la moyenne c'est beau, mais ce qui est intéressant aussi c'est ce qui est autour. Et donc la dispersion a été un deuxième objectif tout à fait important de ce siècle, avec notamment les travaux de Galton, qui dans la foulée vous a introduit les notions de corrélation et de régression. Et la fin du siècle est particulièrement intéressante d'un point de vue scientifique, puisque les concepts tels que l'inférence statistique et les sondages qui sont enseignés notamment à l'ESAI sont arrivés sur le marché. Et aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, les données, elles sont de quel type? Elles sont individuelles, de plus en plus, on va le voir dans un instant. Elles sont toujours agrégées, parce que l'agrégation est un outil de synthèse tout à fait essentiel, et c'est aussi un outil qui permettra d'assurer parfois la confidentialité. Elles sont multivariées, elles vont toucher à un grand nombre de phénomènes différents. Du quantitatif, on est passé au qualitatif, qui vient s'ajouter au précédent. Et elles sont parfois curieuses, les données manquantes, les données extrêmes, et elles vont poser des problèmes qui scientifiquement sont tout à fait intéressants. Mais ce qui est caractéristique de notre 20e et surtout 21e siècle, c'est qu'elles sont de plus en plus nombreuses et qu'elles deviennent véritablement massives, pouvant arriver à avoir des bases de données avec des milliards d'informations qui sont proposées. En conclusion, je dirais que notre époque est celle des mégadonnées et que les travaux qui sont actuellement opérés, qui touchent notamment à leur analyse, sont en quelque sorte gérés ou plutôt conduites par un certain nombre d'objectifs qui sont beaucoup plus importants que les précédents, qui doivent tenir compte de leur volume. On appelle ça les 5 V. En fait, il y en a même 6. La vitesse avec laquelle on doit recueillir l'information et la traiter. La variété, la grande variété d'informations existantes. Il faut que ce soit des données qui soient correctes, qui représentent la vérité. Et il faut qu'elles apportent une valeur ajoutée à tout ce qu'on a fait. Il y a un 6e V que je n'ai pas mis, mais qui est tout aussi important dans notre procédure, qui est la visualisation. C'est en regardant un certain nombre de graphiques et d'informations que l'on va s'aider à comprendre et à traiter de ces données. Mais il n'y a plus que la statistique qui intervient. Il y a tout un ensemble d'autres problèmes de société qui vont se greffer, qui sont
tout aussi essentielles que la statistique. La confidentialité, j'en ai parlé, l'éthique, mais aussi la gestion des risques de se tromper, des risques de mal utiliser toute l'information. C'est une véritable science nouvelle qui est en marche actuellement. Et cela implique forcément, et on va en parler dans quelques instants avec l'exposé qui suit, des objectifs de transparence et de vigilance qui sont véritablement des objectifs essentiels à notre époque. On peut donc dire que ce mariage, et c'est par là que je terminerai, Monsieur le Président, on peut donc dire que ce mariage qui existe entre démocratie au sens tel que nous le connaissons actuellement et statistique est un mariage qui est né à la fin du XVIIIe siècle. Et comme dans tous les mariages, il y a eu des heurts, il y a eu des difficultés, il y a eu des opérations, mais il faut continuer à l'entretenir. Il ne faut pas faire le divorce immédiatement. Au contraire, il faut essayer de faire en sorte que ces deux personnages, ces deux éléments continuent à s'entendre et surtout à s'harmoniser pour notre bien, le meilleur de l'humanité. Je vous remercie pour votre attention. Merci Jean-Jacques pour cet exposé historique très intéressant. Je vais passer la parole à Jean-Luc Baudin, qui est inspecteur général honoraire de l'INSEE, de la STAT, et je lui passe de suite la parole pour ne pas perdre de temps. Officiels qui ont été préparés par les Nations Unies et qui sont un outil au service de la gouvernance démocratique. J'ai besoin de... Bon, je voudrais rappeler d'abord, comme l'a rappelé Madame la secrétaire d'État en ouvrant cette séance, qu'aujourd'hui, pour la journée mondiale de la statistique qui a eu lieu le mois dernier, les meilleures données au service d'une meilleure vie. Comme exposé, je voudrais vous présenter trois caractéristiques spécifiques de la statistique publique. Bon, les élèves et les étudiants de l'SAI sont amenés à travailler pour la statistique publique, mais aussi dans les entreprises. Il y a une grande différence entre le statisticien public et le statisticien d'entreprise. C'est que la statistique publique ne travaille pas pour un client en particulier ou pour un petit groupe de clients. Elle reçoit des fonds publics pour être au service de la société tout entière et pour contribuer dans son domaine au droit des citoyens à accéder à l'information. Un statisticien travaille pour une entreprise, le fruit de son travail appartient à l'entreprise. Le statisticien qui travaille pour un institut national de statistique, le fruit de son travail appartient à l'ensemble des citoyens et pas seulement à son organisation. C'est une différence fondamentale. Une seconde caractéristique, c'est qu'il y a un certain antagonisme entre deux droits qui sont tout aussi fondamentaux les uns que les autres. Le droit des citoyens à avoir respecté leur vie privée, mais ce droit-là entre souvent en conflit avec le droit de la société à mieux connaître ses caractéristiques. Ce sont deux droits fondamentaux, mais qui posent des problèmes parce qu'ils entrent en conflit. Et quand deux droits entrent en conflit, ce n'est pas la loi qui peut résoudre le problème, c'est l'éthique. Et troisième caractéristique, c'est que les organismes responsables de la statistique publique ont en fait une double autorité. Une autorité scientifique, je pense que tout le monde comprend bien ce que ça veut dire, mais ils ont aussi une autorité administrative. Le fournir de la statistique publique, c'est un rôle régalien, c'est le rôle de l'État. Il est confié à l'administration ou à un établissement public, mais il peut y avoir des conflits entre le fait d'avoir une autorité administrative et le fait d'avoir une autorité scientifique. Et ce n'est pas forcément facile pour ces organismes et pour les statisticiens d'arriver à gérer cette double autorité. Alors, je vais vous parler donc d'abord un petit rappel entre la distinction qu'il y a entre la loi, l'éthique et les bonnes pratiques. Je vous présenterai ensuite rapidement l'origine et le caractère universel de la résolution des Nations Unies. Je commenterai les 10 articles de la résolution. Je ne parlerai pas du point suivant parce que je n'aurai pas le temps. Et puis, en conclusion, je dirai un mot sur la statistique et la naissance d'une nation. Alors, la loi, qu'est-ce que c'est que la loi? C'est un cadre juridique et budgétaire adéquat et loyal pour produire et diffuser les informations statistiques. C'est indispensable dans les lois, ne serait-ce que parce que les statisticiens vont poser des questions aux citoyens, aux entreprises. Il faut qu'ils aient un cadre légal pour encadrer leur activité. Les codes d'éthique, ils sont là pour apporter une garantie aux statisticiens contre toute pression. Bon, bien sûr, on pense aux pressions du pouvoir public, mais aussi aux pressions de différents lobbies. Les syndicats peuvent exercer à leur niveau des pressions sur la statistique, et donc les pressions ne sont pas forcément des pressions venant du pouvoir public.
Le code d'éthique permet également de proposer un guide aux statisticiens dans leur pratique professionnelle et aussi, ça a été rappelé par la secrétaire d'État ce matin, donner confiance aux utilisateurs. Il faut que les utilisateurs aient vraiment pleinement confiance et les codes d'éthique sont là pour ça. La loi ne suffit pas. Dans la pratique ponctuelle de loi statistique dans le monde, et c'est le cas en Tunisie, on dit que la statistique est indépendante. Au niveau de la loi, ça reste un slogan. En réalité, l'indépendance, c'est beaucoup plus compliqué que la traduction dans un texte de loi. Et enfin, un code de bonne pratique, c'est un guide qui est proposé aux institutions de la statistique officielle pour produire des statistiques de qualité. Alors, la résolution des Nations Unies, je crois qu'il est important de rappeler le contexte dans lequel cette résolution a été créée, a vu le jour. Alors, en février 90, c'est quelques mois après tous les événements qui sont intervenus en Europe centrale et orientale en 1789, la chute du mur de Berlin et l'effondrement des systèmes communistes et basés sur une économie qualifiée. À Genève, au niveau de la conférence des essais européens, est prise la décision de préparer une charte rappelant les valeurs et les principes de la statistique publique communs à toutes les sociétés démocratiques et fixant des règles solides aux pays en transition dont les références devaient être changées brutalement. Il faut dire que ce qui est la statistique dans les pays d'Europe centrale et orientale avant 1989 était en fait une hyper-comptabilité, ça n'avait rien à voir avec une statistique au service de la démocratie qui n'existait bien pas dans ces pays-là. 2 ans après, est adoptée au niveau ministériel par la 47e séminaire de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies une résolution, et dans les années qui ont suivi, on s'est rendu compte au fond que cette résolution avait une valeur universelle, ne s'appliquait pas seulement au caractère aux pays dits en transition à l'époque. En 1794, une session spéciale de la Commission de statistique des Nations Unies a reconnu ce caractère universel et l'a adopté comme charte de référence au niveau mondial et non plus seulement européen. Il a fallu 20 ans pour que l'Assemblée générale des Nations Unies approuve cette résolution. Mais elle s'est contentée de reconnaître une situation qui était acquise depuis maintenant plusieurs années. Alors, les critères qui fondent les principes sont indépendance de la statistique publique, impartialité, notamment au niveau de la diffusion, l'ensemble des citoyens doivent avoir accès à l'information et pas seulement les pouvoirs publics, fiabilité, pertinence, il faut que les chiffres produits mesurent effectivement les phénomènes qui sont censés illustrer, transparence, en particulier au niveau des méthodes utilisées, confidentialité des données individuelles, évidemment c'est très important, respect de la vie privée, avec le problème qu'il peut y avoir avec le droit des citoyens à l'information. Le préambule de la résolution est important. Je cite 3 des considérants, je ne les cite pas tous. Premier considérant, on reconnaît que la statistique officielle, alors, il y a un problème de vocabulaire. En français, je préfère parler de statistique publique. La statistique officielle en français, il peut être connoté de façon désagréable. Le problème, c'est que statistique publique n'a pas de traduction en anglais. Les Anglais parlent de official statistics, qui n'est pas. Et statistique officielle n'est pas une autre traduction d'official statistics. Mais bon, c'est le terme. Dans les versions officielles, dans la version française de la résolution, on parle de statistique officielle, donc, mais je pense qu'en français, ce n'est pas un mot très adapté. Donc c'est une base indispensable pour le développement dans le domaine économique, démographique, social et de l'environnement, ainsi que pour la connaissance mutuelle des échanges entre l'État et les peuples du monde. Deuxième considérant, c'est l'appel à la nécessaire confiance du public. Et cette confiance repose largement sur le respect des valeurs et des principes fondamentaux sur lesquels est fondée toute société démocratique, soucieuse de se connaître elle-même et de respecter les droits de ses membres. Et le troisième considérant important, c'est que la qualité de la statistique et de l'information mise à disposition des citoyens dépend dans une large mesure de la collaboration que vont apporter les citoyens, les entreprises et les autres répondants, de manière à avoir des soldats appropriés et fiables. Alors, le premier article de la résolution est tout à fait important et assez novateur. On dit que, on rappelle bien sûr que dans cet article,
que la statistique officielle, c'est un élément indispensable du système d'information d'une société démocratique, et qu'à cette fin, les organismes responsables de la statistique doivent établir les statistiques officielles selon les critères d'utilisation pratique et les rendre disponibles en toute impartialité. Donc, ça veut dire quoi, le critère d'utilisation pratique? Ça veut dire que la statistique produite doit correspondre à une demande. Et la demande, de qui elle vient, eh bien, ce n'est pas les statisticiens qui créent la demande, c'est le public, ce sont les entreprises, ce sont les acteurs économiques et sociaux. Alors, le problème, c'est comment mesurer ce critère d'utilisation pratique. Et là, je crois qu'il est très important, dans beaucoup de pays maintenant, ont été mis en place les conseils nationaux de la statistique, qui sont essentiellement un outil de dialogue entre les producteurs et les utilisateurs. C'est un endroit où peuvent se rencontrer les utilisateurs et les producteurs. Les utilisateurs peuvent faire part de leurs besoins, mais en même temps, les producteurs peuvent indiquer aux utilisateurs quelles sont les contraintes de leur métier. Et je crois que ce dialogue est tout à fait essentiel. Alors, rendre ce dialogue en toute impartialité, cela veut dire qu'il n'y a pas de règlement de privilège. Un ministre n'a pas plus droit à l'information qu'un citoyen lambda. Alors, évidemment, ça ne se passe pas. Il y a des pays, comme l'Australie par exemple, où les outils statistiques essentiels, comme les prix à la consommation par exemple, sont connus du ministre en même temps que l'indice est rendu public. Ça pose des problèmes pratiques et la coutume veut que, c'est le cas en France par exemple, que le chiffre communiqué au ministre quelques heures avant qu'il ne soit rendu public. Cela est implicite à condition que ce soit bien connu de tout le monde. Tout le monde doit savoir que le chiffre communiqué au ministre quelques heures avant. Quelques heures avant, ça ne permet pas au ministre de peser sur le chiffre lui-même, c'est trop tard, mais ça lui permet de préparer un commentaire indiquant pourquoi l'indice a cru trop vite ou pas assez vite. L'article 2 de la résolution indique que pour que se maintienne la confiance dans l'information statistique, les organismes doivent déterminer en fonction de considérations purement professionnelles, et notamment en fonction de principes scientifiques et de règles déontologiques, les méthodes et les procédures de collecte, les procédures de traitement, de stockage et de présentation des données. Bon, ça c'est très important, cela paraît évident, mais c'est pas toujours aussi facile que cela. C'est plus facile de le dire que de le faire en réalité, mais il est clair qu'il ne doit y avoir aucune interférence entre les pouvoirs publics et le lobby d'une part, et les producteurs de l'information d'autre part. Les producteurs de l'information sont seuls responsables des règles à suivre pour collecter, traiter et diffuser l'information. Le troisième article de la résolution, c'est que on doit permettre à tous les utilisateurs de pouvoir interpréter correctement les données, et cela veut dire qu'il faut fournir toutes les informations nécessaires sur les sources, sur les méthodes et sur les procédures. Aucune procédure utilisée doit être opaque. Une transparence est absolument nécessaire. Un quatrième article, c'est le droit que les responsables de la statistique publique de faire des observations sur les interprétations erronées et sur les usages abusifs. Au moment où on a préparé cette résolution, même certains voulaient que les responsables des offices statistiques disposent d'une immunité administrative. Ils ne doivent pas être sanctionnés parce qu'ils ont dit que l'utilisation de tels chiffres par un ministre était erronée. Il y a un exemple qui a été tout à fait remarquable en France et qui a bien fait évoluer la déontologie de la statistique en France. C'est un conflit en 1977-78 entre l'INSEE et le ministre du Travail. Il y avait un changement de définition des règles du BIT pour la définition des demandes d'emploi non satisfaites, et le chiffre avec les nouvelles définitions était un peu inférieur au chiffre avec les anciennes définitions. Bien entendu, cela a été clairement indiqué par l'INSEE et par les responsables de ces statistiques. Il était parfaitement clair que
diminution n'était pas liée à une véritable diminution, mais à un changement de définition. Le ministre du Travail de l'époque a annoncé que le chômage avait diminué en France, ce qui était faux. Le directeur général du lycée, qui était Edmond Malinvaud à l'époque, s'est contenté de diffuser à la presse un dossier qui montrait clairement que le chômage n'avait pas diminué, mais c'était simplement un effet de... Et le ministre du Travail de l'époque était furieux et a demandé à son collègue de l'économie et des finances la tête de Malinvaud, qu'il n'a pas obtenue. Et je crois que ça a été un grand pas en avant. Donc, il était admis que le directeur général du lycée avait le droit de dire que le ministre, c'est un peu dégénéré parce que je vais enchaîner à l'époque, avait titré Malinvaud de points, Boulin a menti. Bon, donc le mot de mensonge n'avait pas été apprécié par le ministre en question, mais bon, Malinvaud, on a estimé, le ministre de Malinvaud a estimé qu'il avait fait son travail. Alors, l'article 5, c'est le fait de dire que les données utilisées peuvent être tirées de toutes sortes de sources, enquêtes statistiques, mais aussi fichiers administratifs, et que ce sont les organismes responsables de la statistique qui doivent choisir eux-mêmes les sources en tenant compte de la qualité de données qu'elles veulent fournir, de leur actualité et de la charge qui pèse sur les répondants. Je crois que le fait de citer la charge qui pèse sur les répondants était tout à fait essentiel. C'est vrai que si on obtient des réponses fiables, crédibles de la part des entreprises en particulier, il ne faut pas que ça demande un travail trop important aux personnes qui ont la charge de répondre. Donc c'est un critère qu'on faut tenir compte, mais ce n'est pas le seul critère. Mais cela veut dire que, aussi en même temps, que les statisticiens doivent avoir accès à tous les fichiers administratifs qui leur paraissent nécessaires pour faire leur travail. C'est là. L'article 6, c'est le rappel de la notion indispensable de confidentialité des données individuelles et le fait que les données collectées pour des usages statistiques ne doivent être utilisées qu'à des fins statistiques. En particulier, les données recueillies par les entreprises ne doivent pas être utilisées à des fins de contrôle fiscal, par exemple. Le 7e article, c'est que les textes législatifs réglementaires régissant le fonctionnement des systèmes statistiques doivent être portés à la connaissance du public. Car le public doit aussi savoir comment est organisé le système statistique et la gouvernance de ce système. Bon, les 3 derniers articles, bon, l'article 8 dit que la coordination des différents organismes au sein de la statistique doit être assurée. C'est souvent un problème de très importance, notamment le cas en Tunisie. Il est clair qu'il doit y avoir un patron du système statistique. Et pour moi, je pense que le mot important, ce serait que dans chaque pays, il y ait clairement un chef statisticien. Il est normal qu'il y ait plusieurs organismes dans l'administration qui participent à la collecte et au traitement de l'information statistique, mais tous ces organismes doivent être étroitement coordonnés. Et pour moi, il faut que le directeur général de l'Office central, de l'INS, soit clairement le chef statisticien dans son pays. C'est d'ailleurs une obligation dans les pays de l'Union européenne. Le nouveau règlement statistique indique bien que chaque pays doit disposer d'un chef statisticien. C'est un mot qui en français ne passe pas. Mais en France, ce n'est pas gênant parce qu'il est clair que de facto, le directeur général de l'INSEE est bien le chef statisticien du système. Mais nous avons des pressions de la part de la Commission européenne pour que le terme de chef statisticien soit inscrit dans les textes. Et je crois qu'en Tunisie, c'est tout à fait indispensable. Il faut que, ou par la loi, ou en tout cas de facto, le directeur général de l'INS soit le chef statisticien du système statistique national. Les 9e et 10e articles sont des rappels de l'importance de la coopération et de l'importance de l'utilisation des concepts utilisés au niveau mondial. Bon, je passe ces exemples de l'éthique, je passe aussi, parce que je n'ai pas le temps, sur les... je vous avais dit que je n'aurais pas le temps de parler de ça, et je vais terminer en mettant en avant quelque chose qui me tient un peu à cœur et que je crois que c'est important. Souvent, on s'est rendu compte qu'avoir un bon système statistique, c'était indissociable de la notion de mise en place d'une nation.
Je voudrais citer deux exemples que je trouve tout à fait importants. Un exemple qui concerne l'orateur précédent, la Belgique. Pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire européenne, la Belgique est créée en 1830, par d'ailleurs les ministres des Affaires étrangères et les différentes monarchies de l'Europe. Qu'est-ce que c'est que la Belgique à cette époque-là? Ça n'existe pas. C'est une création complètement artificielle. Mais 2 ans après, Ketelet, dont a parlé Jean-Jacques Rosberg, publie un annuaire statistique à la Belgique. À partir de ce moment-là, l'existence de l'annuaire statistique est la preuve que la Belgique existe vraiment en tant que nation. Et le deuxième exemple que je voudrais citer, c'est après les accords d'Oslo, la première administration créée par l'autorité palestinienne, c'est le Bureau palestinien de statistique. Avant toute autre administration. L'existence du Bureau palestinien de statistique est la preuve que la Palestine existe déjà et constitue une nation. Et d'ailleurs, Israël s'en était très bien rendu compte parce que la première administration qui a été détruite au moment de la deuxième guerre, ce lien entre statistique et naissance des nations. Merci. Merci Jean-Louis pour cet exposé sur les principes fondamentaux de la stat officielle. Donc on va continuer un peu dans le registre sur la charte statistique tunisienne avec Mme Mouna Kouli de l'EMS. Merci. Je continue sur la présentation. C'est la suite de la présentation de M. Bedin pour présenter la charte statistique tunisienne, qui est en fait un code de bonne pratique de la statistique publique tunisienne. En effet, en Tunisie, on avait la loi de 99 qui ordonnait le fonctionnement du système statistique national avec ses différentes composantes et leurs missions, mais on n'avait pas de charte d'un code de bonne pratique qui est là pour la statistique publique pour permettre un cadre d'assurance qualité du système statistique tunisien. Donc les objectifs de cette charte, c'était d'offrir une information statistique crédible, pertinente, objective et actualisée, respectant les normes professionnelles et les standards internationaux, mettre l'information statistique produite à la disposition de tous les utilisateurs dans les meilleurs délais, sous une forme claire et accessible, avec des précisions sur les méthodes et les concepts adoptés, et inciter les divers acteurs de l'activité statistique publique, donc tous les intervenants dans le système statistique tunisien, à s'engager dans une démarche qualité, assurant l'efficacité et l'amélioration progressive du rendement du système, qui est un travail qui a été réalisé par l'INS, par le Conseil, sous l'égide du Conseil national de la statistique, et en concertation avec tous les différents intervenants dans le système statistique tunisien. Le cadre de cette charte statistique, donc elle est basée sur tous les principes fondamentaux de la statistique dont a parlé M. Baudin, donc les principes des Nations Unies qui ont été adoptés en 1994 par la Commission statistique des Nations Unies et qui ont été ratifiés par l'Assemblée générale des Nations Unies en janvier 2014. Cette charte aussi est basée sur le Code de bonne pratique européen qui a été adopté par le Comité du système statistique européen en septembre 2011 et la charte africaine qui a été adoptée par l'Union africaine en février 2009 et qui a été ratifiée par la Tunisie en 2014. Donc tout ce cadre-là, c'est le cadre dans lequel a été élaborée la charte statistique tunisienne. Donc la charte statistique tunisienne, elle englobe 10 principes qui représentent le cadre de réglementation de l'activité statistique tunisienne qui est respecté par les différents acteurs de la statistique publique en Tunisie, étant donné que les statistiques officielles constituent un bien public. Donc là, il faut se mettre dans la tête que la statistique officielle, c'est un bien public qui doit être, donc on est au service du public, et donc toute l'activité statistique qui est produite par ce système statistique national, elle est au service du public et de tout citoyen tunisien. Cette charte, elle a été adoptée par arrêté du ministre du Développement et de l'Investissement et de la Coopération internationale, qui est le ministre chargé de la statistique en Tunisie. Donc elle est récente, elle vient d'être adoptée le 30 septembre 2015. Donc là, c'est une charte nouvelle qu'on va essayer de mettre en place dans le système statistique tunisien. Donc cette charte est basée sur 10 principes. Le premier principe, c'est l'indépendance professionnelle. Et l'indépendance est très importante dans un système statistique pour avoir la confiance de l'utilisateur dans cette production statistique.
Donc l'indépendance scientifique, c'est-à-dire que tous les acteurs de la statistique publique doivent exercer leur activité selon les principes de l'indépendance scientifique. Donc les méthodes, les concepts, les nomenclatures utilisées dans l'exécution des opérations statistiques qu'on réalise doivent être utilisées sans aucune influence, sous quelle forme qu'elle soit, dans le respect des règles d'éthique et de bonne conduite. Ça, c'est la base de l'indépendance statistique. L'impartialité, c'est-à-dire les structures statistiques publiques doivent produire, analyser et commenter les statistiques dans le respect de l'indépendance et de manière objective, professionnelle et transparente. La responsabilité, donc on fait un travail statistique, donc on a une responsabilité sur les modes de collecte, de traitement et d'analyse qu'on utilise, et c'est des méthodes-là qui doivent être claires et pertinentes. Et de plus, on a le droit et le devoir de faire des observations sur toutes les interprétations erronées et les usages abusifs de l'information statistique qu'on diffuse. Donc on doit être vigilant à l'utilisation de l'information statistique qui est produite par les structures statistiques publiques. De même, dans l'indépendance professionnelle, il y a la partie transparence, donc tout ce qui est pour faire une interprétation correcte de l'information produite et pour ne pas avoir des malinterprétations de ces chiffres. Donc il faudra être clair sur les normes scientifiques, sur les sources, les méthodes et les procédures qu'on a utilisées pour produire cette information statistique. Et aussi le cadre légal dans lequel on est en train de travailler doit être porté à la connaissance du public. Donc le public, l'utilisateur, doit être au courant du cadre législatif dans lequel travaille la statistique publique. Le deuxième principe, c'est le secret statistique. Et là, dans la charte, le secret, c'est une reprise de l'article 5 de la loi statistique. Et donc là, le secret statistique, c'est très fondamental dans le travail statistique pour avoir confiance des utilisateurs qui répondent à nos questionnaires, que ce soit le ménage et l'entreprise. Donc ils doivent pour avoir cette confiance, pour qu'ils répondent, donc ils doivent être sûrs qu'on est garant de ce secret statistique et que cette information qui a été donnée à l'Institut, à la structure statistique publique, ne va pas être utilisée pour des besoins non scientifiques et non statistiques. Donc le secret statistique, c'est les données personnelles individuelles qu'on trouve sur les questionnaires des enquêtes, qui ne peut pas être divulguées par les services dispositaires avant l'expiration d'un délai, c'est le délai de l'archive qui existe dans la loi statistique de 60 ans, pour être divulgué au grand public. Et donc là, c'est très fondamental dans le travail statistique. Donc voilà, donc on ne peut pas donner ces données pour un contrôle fiscal ou un contrôle économique. Et donc l'information statistique qu'on récupère des ménages et des entreprises doit être utilisée uniquement à des fins statistiques. L'article 3 concerne l'obligation de réponse au questionnaire statistique. Donc les personnes physiques ou morales sont tenues de répondre avec exactitude et dans les délais impartis aux questionnaires et enquêtes, tout en connaissant le secret professionnel absolu. Voilà. Donc l'article 4, c'est le respect de la périodicité et des délais de diffusion des statistiques. Donc il ne suffit pas de produire des statistiques, il faut diffuser ces statistiques et il faut que cette statistique diffusée soit diffusée dans les temps. Donc on ne peut pas diffuser une information, après 4 ou 5 ans, elle devient obsolète. C'est l'objectif de ce principe-là. Donc l'information statistique élaborée, elle doit être disponible à tous les utilisateurs en garantissant le droit d'accès à l'information et elle doit être assurée avec célérité, périodicité et ponctualité requises. L'article 5, c'est l'harmonisation avec les méthodes et les concepts internationaux dans le domaine statistique. Donc on est dans la statistique publique et donc on va produire des chiffres et des indicateurs qui vont être utilisés pour la comparabilité entre les pays. Et donc on est dans ce système statistique mondial, on est obligé de veiller à l'harmonisation des concepts, des nomenclatures et des méthodes utilisées avec celles utilisées au niveau international pour assurer cette comparabilité. Le principe 6 concerne le mandat pour la collecte des données et des ressources. En termes de mandat, donc, les structures statistiques publiques ont l'habilité de collecter des informations pour le besoin de production statistique. Et ils peuvent être. Et les répondants, c'est-à-dire les ménages ou les entreprises, par le cadre légal, ils sont contraints à répondre à cette information qui est demandée par les statistiques publiques. L'adéquation des ressources,
dans la mesure des possibles, les ressources doivent être adéquates et donc elles doivent être suffisamment stables et suffisantes pour répondre aux besoins d'information. Et les structures statistiques publiques doivent mettre en place des procédures qui permettent d'évaluer des nouvelles demandes statistiques par rapport à leur coût. Donc là, on est dans un monde ouvert, et donc il y a des demandes qui deviennent de plus en plus pressantes, de nouvelles statistiques qui ne sont pas produites par la statistique publique, et donc il faudra voir comment arriver à répondre à ces nouveaux besoins, tout en respectant, tout en garantissant avoir les moyens nécessaires pour cette réponse. Et donc, puisqu'on est dans la statistique publique, donc la mise à disposition de ces ressources incombe principalement au gouvernement, qui doit donner les fonds à l'Institut statistique, aux structures statistiques publiques, pour répondre à cette demande de statistique publique. Le rapport coût-efficacité est très important, donc il faut que les opérations statistiques doivent être programmées de façon optimale, afin de réduire la charge qui répond sur les répondants, donc, et d'éviter d'avoir des enquêtes qui sont très coûteuses. Et là, il faut mettre l'accent sur l'amélioration de l'exploitation des sources administratives. Donc on est amené, dans le cadre de l'implémentation de cette charte, à utiliser de plus en plus les sources administratives au profit des enquêtes qui coûtent cher. Et là, on a beaucoup de travail à faire au niveau de l'administration tunisienne, au niveau des systèmes d'information, pour avoir une meilleure information de qualité produite par l'administration, qui peut être utilisée par l'INF pour produire des indicateurs statistiques. Et là, on a beaucoup de réussites dans le domaine, comme des exemples qui existent à l'INS, comme le répertoire national d'entreprise, qui est la base de données des entreprises tunisiennes, et qui est élaboré à partir de sources administratives, qui sont les fichiers de la DGI, complétés avec les fichiers de la CNSS. Donc on a récupéré une base de données à partir de sources administratives. Et comme aussi le commerce extérieur, on utilise on exploite les fichiers de la douane. Donc il y a des sources administratives qu'on peut utiliser pour améliorer notre production statistique. Le principe 7, c'est la qualité. Et l'un des objectifs primordiaux de la charte, c'est la qualité. Donc un engagement sur la qualité. Donc tous les intervenants dans le système statistique public doivent évaluer systématiquement et régulièrement les points forts et les points forts de leur procédure de collecte et de production afin d'améliorer la qualité. La pertinence, donc les statistiques doivent répondre aux besoins des utilisateurs, et la pérennité, donc les statistiques qu'on produit doivent être conservées sous une forme assez détaillée que possible pour permettre l'exploitation dans le futur, pour les générations futures. En termes de qualité aussi, il y a les sources de données. Donc les structures statistiques publiques doivent assurer la qualité des sources de données qu'elles utilisent, et il faut qu'elles choisissent cette source de données, que ce soit une enquête ou une source administrative, en fonction de la qualité, du coût et de la charge des répondants. Et l'exactitude et fiabilité, donc les statistiques doivent refléter la réalité de façon exacte et fiable. Sur la qualité aussi, il y a la continuité pour assurer la comparabilité, il y a la cohérence et il y a la ponctualité dans le temps. Donc, ils doivent être diffusés dans le temps, les statistiques qu'on produise. Sur le principe 8, c'est les méthodologies. Donc, comme on a dit, les statistiques de qualité doivent, pour être solides, doivent se baser sur des méthodologies solides. Et aussi, il ne suffit plus de produire un chiffre et de diffuser le chiffre, mais il faut aussi diffuser, communiquer sur les procédures et les outils utilisés pour arriver à ce chiffre. Voilà, donc c'est tout un process de la collecte à la diffusion des données. Le principe 9, c'est la diffusion. Et donc là, on doit faire beaucoup de travail sur la diffusion, sur la visibilité de ce qu'on fait, donc l'accessibilité, donner l'accès, puisqu'on est dans la statistique publique, donc il faudra garantir l'accès à tous les utilisateurs et faciliter cet accès. Les microdonnées aussi peuvent être utilisées, mais il faudra, tout en garantissant ce qu'on appelle la confidentialité et le secret statistique, la simultanéité, donc avoir l'accès à l'information à tout type d'utilisateurs au même moment. Et même s'il y a des informations qui sont données, par exemple, au ministre pour prendre certaines décisions, les délais de diffusion ne doivent pas avoir un impact sur l'information qui est produite. Donc la rectification aussi, s'il y a des erreurs au niveau des publications qui sont faites dans la statistique publique, on doit corriger ces erreurs et porter à la connaissance des publics les erreurs qui sont apparues sur les publications, qui sont mises à la disposition des utilisateurs.
Le dernier principe, c'est la coordination et la coopération. Donc, on doit faire beaucoup de travail en termes de coordination parmi tous les intervenants dans la statistique publique. Et là, le rôle de l'Institut statistique de l'INS en termes de coordination technique pour assurer une meilleure qualité de l'information produite par tous les intervenants du système statistique public. Et la coopération, puisqu'on travaille dans un système statistique en relation avec le système mondial, donc on doit travailler beaucoup sur la coopération bilatérale et multilatérale afin d'améliorer notre système de production statistique. C'est les 10 principes de la charte. Elle est sur le site web de l'INS. Le champ d'application, donc cette charte s'applique, comme on l'a dit, à la statistique publique, donc à tous les acteurs de l'activité publique, et à tous les organismes des structures statistiques publiques doivent appliquer cette charte-là. L'entrée en vigueur, cette charte est entrée en vigueur dès sa ratification dès son approbation par le ministre, et donc tout le système statistique national, toutes les structures statistiques du système public doivent adopter cette charte plus ou moins dans le temps. Et comment ça va se faire le travail? Donc il y a une création au CNS d'une commission permanente qui va être responsable de l'application de cette charte. Donc cette commission du CNS va se focaliser sur la mise en œuvre et suivi de l'application de la charte, et elle va superviser le degré de respect des principes par les différents intervenants de la statistique publique. Et merci. Merci pour cet exposé. Donc, les orateurs ont bien tenu le temps qui était imparti. Donc, on a rattrapé une partie du retard pour laisser un petit peu de la parole à la salle. En ce qui me concerne, je ne vais pas poser de questions aux orateurs parce que je peux les poser la question à l'extérieur, sinon je monopoliserai la parole. Simplement pour dire que ce qu'on constate, c'est que quand on regarde, personnellement j'ai fait aussi beaucoup de coopération, beaucoup d'estimations de stade, on constate quand même que dans le monde, que ce soit sur l'Afrique, que ce soit sur l'Europe ou ailleurs, on constate quand même une harmonisation de la statistique publique, avec les concepts sont les mêmes partout sur les questions d'indépendance, de qualité, d'intégrité, etc., etc. On pourrait dire quand même que dans ce monde, avec ce qui arrive en ce moment, que la statistique est, entre les pays, plutôt un facteur de paix, dans la mesure où il n'y a pas de conflit sur un certain nombre de grands principes de la statistique. Je laisse la parole à la salle. Comment on procède? Il y a quelqu'un qui... Tu t'occupes du micro? Bien. Donc vous vous présentez très rapidement et vous posez vos questions. Merci. Donc justement, Nouriel Benaïd, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication, et je m'intéresse aux statistiques. Aujourd'hui, en fait, c'est bien que je prends des reculs par rapport à vous, enseignant-chercheur de l'ESAI, et que je connais quelques visages déjà là. Donc par rapport au titre ou l'intitulé du forum, c'était ESAI Forum Entreprise, et on parlait de la statistique et de la démocratie. D'après ce que vous avez dit donc, sur la démocratie, l'importance de la statistique, nous savons bien que par rapport à chaque pays, il a ses propres facteurs, et ce qui rend la Tunisie différente complètement de la France, mais aussi de l'Égypte, de la Syrie. Donc chaque pays il est différent, donc selon même le régime politique mis en place. Mais ensuite, en Tunisie, nous avons jusqu'à présent des doutes par rapport aux chiffres livrés par les centres ou les bureaux de sondage privés. Parce que vous n'avez pas parlé, vous avez insisté sur tout ce qui est côté public. Là, c'est là que ma question, en fait, m'a commencé à interpeller. Et si on revient, là je m'adresse aux Tunisiens, si on revient à l'histoire de M. Hassan Zakouni lors des élections présidentielles, quand il a livré les chiffres par rapport aux élections l'année dernière, on avait des doutes par rapport à ça. Ma question, ce n'est pas par rapport où et comment il a fait ça, mais quand vous dites, M. Baudin, vous avez dit que la statistique est gérée par la loi, le code éthique et le code de la bonne pratique. Et je me demande, afin d'instaurer une démocratie dans notre pays, et cela commence déjà quand a signalé Madame la secrétaire d'État, quand elle a dit qu'il faut la fiabilité, il faut la crédibilité de nos données pour gagner la confiance des citoyens. Donc, vu que le privé dispose des moyens beaucoup plus favorables que l'étatique, est-il possible de voir émerger des partenariats publics-privés au profit de cette démocratie
Et ensuite, quel état de lieu est déjà enregistré en France, vu vos origines, ou à Bruxelles, c'est-à-dire en Belgique? Donc, quel état de lieu est déjà enregistré dans ces pays de l'Europe? Et d'autre part, donc, le privé n'est pas appliqué sur la scène chez vous, où les statistiques devraient être une affaire complètement étatique. Merci beaucoup. Qui va répondre à la question? Jean-Louis, tu peux... Oui. Oui, qui sont plutôt qu'on appelle couramment de sondage et qui interviennent en général dans des pour des enquêtes de type marketing ou alors des enquêtes préélectorales. Une autre remarque aussi, vous parlez de rôle étatique. Ce n'est pas un rôle étatique. Je crois que l'État doit être garant de la fourniture d'informations statistiques. Bon. Mais comme fabriquer l'information statistique coûte cher, il est évident que ça ne peut pas être... Bon, un indice des prix, par exemple, ça coûte très cher à fabriquer, et aucun institut privé n'a les moyens de fabriquer un indice des prix fiable parce que ça coûte trop cher. Et donc c'est bien le rôle de l'État de fournir les moyens à un organisme d'État. Mais quand on parle de rôle étatique, ça me gêne un peu parce qu'on vous donne l'impression qu'il y a une mainmise de l'État sur la production statistique. Je crois que c'est clair. L'État est garant de la fourniture d'informations statistiques. Il doit donner les moyens, il doit dégager les moyens pour produire cette information. Mais en même temps, il doit respecter tout ce qui figure dans les codes de bonne pratique ou les règles d'éthique. Donc c'est un équilibre pas facile à trouver. Il y a des conflits, mais en général, ces conflits ont, dans l'histoire, permis de faire progresser les choses. Et je crois que les instituts de sondage ont leur propre code d'éthique, assez ancien d'ailleurs, le premier code d'éthique des SOMAR, le réseau européen qui regroupe les études de marché. Le code d'éthique des SOMAR date de 1948, ça sera moins tard, donc il est bien antérieur finalement, mais je crois qu'il y a un équilibre subtil à trouver, et je crois qu'il ne faut pas mélanger les travaux. Alors, dans certains cas particuliers, le privé peut se substituer à l'État si l'État est défaillant. Il y a un exemple magnifique, c'est l'Argentine. Depuis 10 ans maintenant, le gouvernement argentin manipule l'indice des prix en Argentine. C'est clair, c'est avéré, tout le monde, toute la communauté internationale a reconnu cela. Le FMI notamment a pris une motion de censure contre l'Argentine à cause de cette manipulation. C'est la première fois que le FMI prend des sanctions contre un pays parce que la statistique est manipulée. La censure, c'est très grave. C'est-à-dire que l'Argentine n'a pas le droit actuellement d'un plus haut droit de tirage auprès du FMI à cause de la manipulation des statistiques. Et le privé s'est substitué, dans la mesure du possible, à l'État argentin pour calculer l'indice des prix. Mais c'est un cas extrême. C'est en cas de dysfonctionnement, effectivement, mais parler de partenariat public-privé pour la production statistique publique, franchement, je ne pense pas que ce soit possible. Oui, je voudrais rajouter à ce que vient de dire Jean-Louis un élément qui est important. Votre question met en avant un problème qui est un problème qui n'est pas toujours bien compris du public. Le sondage, par excellence, c'est une méthode qui est basée sur une partie de l'information existante et donc qui doit nécessairement être accompagnée non seulement d'une estimation, mais surtout d'un calcul d'erreur, de marge d'erreur. Or, les marges d'erreur ne peuvent se calculer réellement que si on applique des méthodes probabilistes. Et ces méthodes sont appliquées notamment au niveau de l'INSEE ou par un certain nombre d'organismes publics, mais pas toujours, je dirais même presque jamais, par des entreprises privées. Si je prends le cas de la France, et c'est vrai en Belgique aussi, si je reprends les principaux organismes de sondage privés de France il y a 10 ou 15 ans, eh bien, dans la structure même de tous ceux qui travaillaient, il n'y avait pas de statisticiens. Il n'y avait que des personnes qui avaient suivi les cours de statistique mais qui n'étaient pas imprégnées de la méthodologie statistique. Maintenant, ça a changé. Maintenant, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une formation beaucoup plus valable du point de vue méthodologique. Mais avant, c'était quelque chose qui était d'abord commercial, avant d'être statistique. Et donc, quand vous avez des résultats dans le privé,
il y a une question supplémentaire qui est de savoir quelle est la technique qui a été utilisée et surtout comment ils relativisent leurs estimations par la notion de marge d'erreur et ce n'est pas toujours au profit de la qualité, bien entendu. Autre question? Bonjour, je m'appelle Abdeltif Othmane. Je me présente comme citoyen tunisien aujourd'hui. Je préfère. Pour la simple raison, c'est que je sens que c'est pour la première fois en Tunisie, on aborde un thème que je considère très important, qui est le thème de la statistique et de la démocratie. Donc, le premier intervenant, à ma connaissance, n'a pas évoqué, pourtant c'était très clair, avant d'aborder le côté, la problématique de la statistique, sur un plan historique, il a fait un petit saut sur Carthage. J'insiste, et c'est très important, nous sommes dans un pays qui est passé par cette civilisation, que je considère une civilisation très brillante, et qu'on ne peut pas passer dessus sans rappeler que la première constitution au monde était celle de Carthage et selon Aristote. Sur un autre plan, les difficultés que j'ai rencontrées il y a de ça 40 ans à faire des études économiques quand j'étais à Paris, je ne savais pas comment faire pour trouver le bon chiffre qui correspondait, qui était, disons, plus juste que l'autre sur le plan statistique. Donc j'étais entre la documentation française pour chercher quelques données et les revues tunisiennes et l'FMI et tout ça pour chercher des statistiques pour éventuellement faire des études économiques à l'époque. Donc je me rends compte aujourd'hui, 40 ans après, que éventuellement toutes les études que j'ai essayé de faire sont peut-être sur le plan statistique fausses. Et c'est là où j'insiste là-dessus pour dire une chose très importante, que je crois savoir qu'au cours des 60 dernières années, nous ne pouvons en aucune manière avoir une statistique qui soit conforme à une certaine réalité. J'insiste par ailleurs, et c'est madame qui me donne déjà quelque chose de très important en me disant qu'il y a une charte au mois de septembre 2015. Donc depuis 1956, on a attendu jusqu'à 2015 pour faire ce que j'appelle la charte sur les statistiques. Merci madame, c'est très important, mais j'insiste là-dessus, que seule la liberté d'expression et la démocratisation de la vie politique peut nous permettre, et je le dis et j'insiste là-dessus, pour mettre sur pied dans ce pays une statistique fiable, comme on l'a dit. Ça, c'est un point. Mais par ailleurs, nous avons, selon la ministre, précisé aujourd'hui qu'il s'agit apparemment d'une journée africaine des statistiques. Si ma mémoire est bonne, en tout cas j'ai pris l'information de l'allocution qui a été présentée par madame la ministre. Or, aujourd'hui, je ne vois pas, désolé de dire, les Africains pour nous donner aussi leurs impressions sur les statistiques. Je vous remercie. Bien, je vais passer la parole. Je vais juste répondre sur le dernier point. Nous avons, avec RIM, invité, puisque nous, au jeunesse, on a des contacts d'un certain nombre de pays africains en statistique, nous avons invité, je peux dire, le DG d'Afristat, nous avons invité le DG de l'INS du Cameroun, nous avons invité le DG de l'INS de la Côte d'Ivoire. Ils sont aussi, eux, en conférence de journée africaine, et c'est pour ça qu'on n'a pas pu avoir d'autres Africains. Vas-y. Oui. Vous avez tout à fait raison, monsieur, dans mon exposé. Je n'ai pas parlé de Carthage, tout à fait raison. Et je vais même vous donner, pour vous donner encore plus raison, j'ai une liste immédiate de 50 points dont je n'ai pas parlé qui sont essentiels. Le problème, c'est que mon président de séance m'a donné que 18 minutes. Je suis désolé. Vous avez raison.
Une petite digression par rapport à ma question, qui avance dans le sens de notre ami. En effet, en univers méditerranéen, vous aurez pu supprimer Inde et mettre Carthage à la place. Je ne le fais pas par chauvinisme, mais simplement parce que Carthage est une civilisation achevée. Vous savez, il y a un chercheur tunisien qui a découvert que le système monétaire carthaginois était le plus achevé des trois. Ils étaient les trois en compétition à l'époque, chinois, grec et carthaginois. La monnaie divisionnaire était la plus achevée à Carthage. Et en plus, le système monétaire carthaginois accompagnait les exportations carthaginoises, parce que le commerce carthaginois se répandait sur toute la région méditerranéenne, et il était accompagné par des mécanismes de financement très avancés, dont la lettre de change. Je m'arrête là. Alors, oui, je voulais arriver ici, je viens de la presse économique. Professeur Drobeck, vous avez fait, alors au plan méthodique, votre présentation est parfaite, succincte et bien mise en relief. Alors, vous parliez du passage des pratiques statistiques des citoyens vers le peuple. Mais aujourd'hui, il y a un dérapage incontrôlé de la statistique parce qu'elle nous impose à la place du peuple une opinion publique. Et l'opinion publique est une fragmentation du bloc populaire. Est-ce que vous ne prenez pas ombrage de ce que je considère comme étant une dérive? Parce qu'aujourd'hui, Madame tout à l'heure parlait des débats politiques à l'occasion des élections majeures, législatives ou présidentielles. Et souvent, la thématique de ces débats s'écarte de ce qu'on considère être un débat démocratique, c'est-à-dire un débat sur les libertés. Et on échappe sur les débats catégoriels. Et ça, c'est pénible de voir que la statistique arrive à fragmenter une société en catégories socio-professionnelles, en régions, en ça. Et on sent qu'il y a comme une menace sur le débat politique classique, tel que nous l'avions connu. Et merci beaucoup. Vous avez bien sûr raison là aussi. Le problème c'est la statistique à bon dos. On fait porter à la statistique toutes les erreurs qui sont celles de ceux qui l'utilisent, de ceux qui veulent l'interpréter. Il est clair qu'à partir du moment où vous avez une méthodologie, parce que la statistique est avant tout une méthodologie, de recueillir de l'information, de la traiter, de la couper en petits morceaux, de la mettre dans des classes, on oublie toujours que toutes ces opérations ont des connotations non seulement scientifiques, mais également politiques. On oublie de dire que lorsque vous utilisez de l'information, il faut l'utiliser à bon escient. Et ça, on n'apprend pas aux étudiants. On leur apprend comment faire pour couper le fromage en deux, mais pas du tout pour l'interpréter convenablement. Et je crois qu'à ce niveau-là, vous avez raison, il faut absolument apprendre aux politiques, apprendre aux journalistes, apprendre, je ne vous vise pas, apprendre à tous ceux qui utilisent de l'information la bonne façon d'interpréter, de ne pas aller plus loin que ce qui est effectivement conduit dans de l'information, dans les classifications. C'est certainement faute de m'être bien exprimé, mais je relève un autre danger. Ce n'est pas la mauvaise utilisation de la statistique ici qui est en jeu. D'ailleurs, professeur Bodin avait cité le cas de l'Argentine. Il y a un deuxième pays qui a triché, la Grèce. Alors, la Grèce avait triché. Merci beaucoup. La Grèce avait triché sur ses statistiques financières et c'est ce qui a compromis les intérêts de ses créanciers. Mais je parlais d'une autre dérive. Aujourd'hui, vous disiez que c'était parti de sociétés où il y avait des citoyens. Après, ça s'est transposé avec Lincoln vers les peuples. Mais aujourd'hui, on parle de la tyrannie de l'opinion publique. On ne sait pas ce que représente une opinion publique en réalité. Mais aujourd'hui, à cause des statistiques, on voit des gens de tous bords s'emparer du débat politique, qui devrait rester en démocratie un débat essentiellement sur les libertés. Monsieur, dans cette même enceinte, il y a eu des débats fantastiques entre des gens du droit, des spécialistes du droit constitutionnel, et les Tunisiens sont de très haut niveau mondial. Et les artisans de la nouvelle constitution tunisienne. Et ça s'est soldé par une certitude simple.
un juriste demande au rapporteur de la Constitution, mais enfin, à quoi sert une Constitution? L'autre hésite un peu et lui dit à définir, à rappeler une chose, c'est que l'État veille sur les libertés du peuple. Voilà. Il me semble que dans votre question, vous voyez la réalité, non pas, vous voyez la réalité à travers ces concepts et ces nomenclatures. Et effectivement, une nomenclature peut être conduite par une idéologie. Et la nomenclature ne doit pas non plus être l'affaire uniquement des techniciens. Ce n'est pas des technocrates qui doivent forger les nomenclatures. Mais les nomenclatures, au fond, je ne dis pas que ça déforme la réalité. Ce sont des lunettes à travers lesquelles on voit la réalité. Si votre vision n'est pas bonne, vous voyez une certaine réalité. Quand vous mettez vos lunettes, vous voyez une autre réalité. Et les nomenclatures, au fond, c'est jouer le rôle des lunettes. Mais alors le problème, c'est qu'il faut que la nomenclature soit appropriée par l'ensemble des utilisateurs. Ce n'est pas uniquement les statistiques qui doivent donner son nomenclature, elles sont définies en liaison avec les utilisateurs. Et ça, c'est pas facile parce que vous ne pouvez pas produire de statistiques sans nomenclature. Mais en même temps, c'est vrai que ça représente un danger de déformation de la réalité. Le problème, c'est que la réalité n'est pas accessible sans ces outils-là. Et ça, c'est une difficulté fondamentale qu'il faut s'en travailler avec. D'ailleurs, je vous incite à lire les œuvres d'Alain Desrosières qui a travaillé sur les nomenclatures et qui sont particulièrement intéressantes. Donc bonjour, je me présente étudiant à l'élite, FIRAS, Jalois, en simulation mathématique avec une affinité avec les finances quantitatives. Donc ma question, je vous remercie d'abord pour vos interventions et j'aimerais bien soulever la question de l'éthique. Donc vous parliez qu'il y a un mariage entre statistique et démocratie. Mais on voit bien que, comme a dit M. Boudin et Mme Moulet, qu'il a fallu 20 ans pour bien établir cette charte éthique pour le lancement statistique. Donc ma question, c'est de savoir votre avis, si vous ne trouvez pas que les statistiques sont un outil de herding dans la démocratie, dans le sens où elle transfigure cette notion qu'a établie Lincoln, que c'est un outil pour, que la démocratie est faite pour le peuple. Donc, si ce ne serait pas, la statistique permet de transfigurer la vie du peuple en voyant une certaine tendance à la même façon que boursière. Le 20 ans. En fait, pour des raisons tenant au fonctionnement du système des Nations Unies, on avait un peu peur de transmettre au niveau de l'Assemblée générale la résolution adoptée par la Commission de statistique des Nations Unies en 1994, parce qu'il y a toujours un danger. En transmettant une résolution à un niveau politique, il y a toujours un danger de voir le niveau politique déformé. Amender la résolution en question et la déformer. Donc, on a finalement attendu exprès 20 ans pour transmettre cette résolution à l'Assemblée générale des Nations Unies, parce que ça a permis de faire la preuve qu'elle était nécessaire, efficace, mais qu'il ne fallait surtout pas y toucher. Il y a toujours un danger en transmettant. On va prendre un autre exemple. Il est au niveau européen, parce qu'il y avait des pays qui ont tous leurs traditions, des méthodes pas forcément tout à fait identiques au départ. Si on veut avoir un outil statistique unifié au niveau européen, on est obligé, parce qu'on n'a pas trouvé d'autre moyen, de passer par des règlements adoptés par le Conseil et par le Parlement européen. Mais, et du coup, on arrive quelquefois à des situations proches de la caricature. Je me souviens quand j'ai travaillé au bureau de liaison entre Eurostat et le Parlement européen pendant quelques années, et notamment, il y avait un jour un règlement sur, comment ça s'appelait, c'est vraiment très technique, la mesure des effets financiers non directement observables. Un texte très technique, mais qui devait faire l'objet d'un règlement européen et donc être soumis au vote du Parlement européen. Le
député qui a présenté ce règlement a été parfait. J'avais travaillé avec lui avant, et il a dit, bon, il faut adopter ce règlement, mais surtout, s'il vous plaît, vous ne déposez aucun amendement. Alors ça peut paraître contradictoire avec le rôle d'un Parlement, mais en même temps, vous voyez, il y a toujours un danger quand on transmet un texte scientifique au niveau politique. Et les 20 ans en question, ils sont liés un peu à ça. Après 20 ans de fonctionnement de la résolution des Nations Unies, il devenait impossible pour l'Assemblée générale d'amender le texte. Donc je crois que c'est ça la raison des 20 ans. Si la statistique serait vraiment un outil qui permet de bien établir cette démocratie. C'est vrai que là, on dit que c'est pour des raisons de bureaucratie qu'on a attendu 20 ans, un peu, voilà. Ouais. Donc, ce que je me demande, si ce texte va vraiment établir un code éthique, parce que vous avez dit que pendant ces 20 ans, on a pu constater la nécessité d'avoir ce texte. Et si avec ce texte, maintenant, on va bien respecter ces normes, ces valeurs éthiques. Donc, c'est dans cette mesure-là que je demande ma question. Je ne crois pas forcément qu'il y a eu des problèmes. On a cité l'Argentine, on a cité la Grèce, il y a eu d'autres exemples également mais je crois que le texte, malgré tout, a permis à la communauté internationale de prendre conscience des problèmes qu'il pouvait y avoir. Je crois que sans cette résolution, on n'aurait pas pu traiter le cas de l'Argentine ou le cas de la Grèce de la même façon que s'il n'y a pas eu de la même façon, s'il n'y a pas eu de résolution. Donc je crois que les conflits sont inévitables. Je crois qu'on n'échappera pas à des conflits, on n'échappera pas à des gouvernements qui essaieront de manipuler les statistiques. Le problème, c'est qu'on dispose quand même d'un texte qui permet de dénoncer ces dérives. Et c'est déjà très important. Mohamed Ali Enarbi, je suis enseignant-chercheur en statistique. J'ai juste 3 petits points à soulever. Donc, mes collègues et mes amis, Serli ont parlé de statistiques à Carthage. Encore faut-il qu'il y ait des recherches, des éléments historiques qui prouvent effectivement qu'il y a eu des soupçons ou des éléments préliminaires d'éléments statistiques à Carthage. Donc, l'invitation est ouverte aux jeunes chercheurs. Deuxième élément, c'est le débat, c'est démocratie et statistique. Et au niveau démocratie, évidemment, il y a 2 éléments importants. Il y a le processus électoral et il y a la gouvernance d'un État. Donc, au niveau gouvernance, statistique publique, tout a été très bien présenté. D'un point de vue processus électoral, je crois que surtout en Tunisie, comme l'a soulevé ma collègue au niveau information, il y a un problème. On a frôlé la catastrophe au niveau des élections présidentielles parce qu'un responsable d'un institut de sondage, au niveau du premier tour, a supposé ou a émis des résultats comme quoi l'un des 2 candidats serait élu dès le premier tour. Et donc, évidemment, avec des marges d'erreur, mais aller faire comprendre aux partisans du premier ou du second qu'il y avait des marges d'erreur. Donc ma question, c'est est-ce qu'au niveau européen, il y a vraiment des chartes respectées au niveau des instituts de sondage au niveau politique pour garantir un minimum de sérieux? Il se trouve qu'en Tunisie, on l'aurait plus ou moins ce niveau de sérieux, mais est-ce que la prochaine élection, il y aurait toujours ce sérieux? Est-ce qu'il n'y a pas, comme la charte de statistique publique qui a été évoquée par Mme Gaulle, est-ce qu'il n'y aurait pas des lois à imposer pour un minimum de garantie? Merci. Bon, je peux compléter ma réponse de tout à l'heure. Il y a des lois qui permettent d'éviter des excès. Le problème, c'est que dans un sondage privé, la plupart du temps, il peut y avoir des exceptions, les marges d'erreur sont de fausses marges d'erreur. Tout simplement parce que la méthode qui permet de faire le sondage n'est pas une méthode probabiliste. Et que seule la méthode probabiliste, il y a des études qui ont été faites pour montrer que même si c'est pas probabiliste, on peut s'approcher d'eux. Mais c'est quand même un arrondi très large. Il faut bien se rendre compte aussi que, contrairement à des situations beaucoup plus nettes, quand on estime la proportion de gens qui vont voter pour,
Ce n'est pas quelque chose de stable. Si vous avez envie de voter pour quelqu'un, le lendemain, vous pouvez changer d'avis. Et donc, vous êtes en train de faire une photographie à un moment déterminé qui n'est absolument pas le moment du vote. Plus, ajoutez à ça tous les indécis qui peuvent représenter une quantité impressionnante, eh bien, vous pouvez avoir des vraies marges d'erreur qui sont de l'ordre de 10 ou 15%. Et à ce moment-là, vous ne pouvez plus rien faire de valable. Tous ces sondages ont beaucoup d'importance. Pourquoi? Parce qu'il y a une demande. Ça leur permet de vivre. Parce que les politiques ont envie d'avoir de l'information. Le peuple aussi, d'ailleurs. Mais on n'a pas toujours la possibilité d'avoir des études qui sont faites correctement. Et forcément, on prête, je dirais, un aspect de jeune fille à des gens qui sont pas du tout dans les conditions pour l'être. Il n'y a pas de loi en Europe ou en Belgique? Si, il y a des lois qui empêchent de faire... non, ces lois existent, mais pas des lois sur la validité. Il y a des lois, par exemple, qui disent qu'on doit publier une marge d'erreur. Ça, c'est merveilleux, et c'est tout à fait souhaitable. Le problème, c'est que quand vous ne pouvez pas calculer la marge d'erreur, parce que vous utilisez une méthode qui ne permet pas de le calculer, vous êtes devant une situation, et qu'est-ce qu'on fait? On publie comme si la méthode avait été de telle espèce. Voilà ce qu'on fait. Simplement parce qu'on doit respecter une loi, mais qu'on n'a pas utilisé un outil qui permet de la respecter. Je peux ajouter peut-être quelque chose. En France, à chaque fois qu'il y a des élections, il y a des débats entre les personnes qui prétendent qu'il faut interdire les sondages électoraux parce que ça influe sur l'opinion. Mais bon, je pense qu'on a intérêt à avoir le maximum de transparence. La pluralité d'abord des études de sondage est d'une certaine façon une garantie qu'il y a une minimum de pression sur les études de sondage. Et également, il y a quelque chose qui en France me paraît dangereux au fond, on impose aux études de sondage de ne pas publier leurs estimations dans la semaine qui précède le vote. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut mieux arriver à plus de transparence. Il y a une conséquence manifeste de ça, c'est le second tour de l'élection présidentielle de 2002, où à la grande surprise, Le Pen est arrivé en seconde position avant Lionel Jospin. En fait, si on avait publié tous les sondages jusqu'à la veille du vote, on se serait rendu compte qu'en effet, il y avait une tendance et la tendance était telle qu'en effet, il était tout à fait prévisible, la veille de l'élection, que Le Pen est arrivé en deuxième position. Donc là, je crois que l'absence de transparence, au fond, finalement, peut-être que si ça avait été transparent, peut-être que des personnes auraient changé d'avis au vu de ce sondage, et on n'aurait pas eu le résultat qu'on a eu. Donc je crois qu'on a intérêt, il faut que ce soit encadré, et c'est encadré, il y a des lois qui encadrent le travail des instituts de sondage. Je crois que le travail des instituts de sondage est utile pour la démocratie, mais en même temps, je crois qu'il faudrait augmenter la transparence plutôt que d'essayer de la restreindre. Je peux prendre la parole? Juste pour compléter, la grande différence qu'il y a entre les enquêtes auprès de la population, enfin l'institut de sondage et puis ce que ferait l'INS, c'est l'absence de base de sondage. C'est qu'ils n'ont pas la base de sondage de recensement de la population, donc le vote province ne marche pas. Même s'ils stratifient avant, ils font du quota après, et comme disait Jean-Jacques, il n'y a pas de calcul de préestimation. Même si, comme il le soulignait, il y a eu quelques tentatives en comparant avec du sondage aléatoire simple, mais bon, il n'y avait pas de truc là-dessus. Bonjour, Héloïse Dimadec, École supérieure de la statistique et d'analyse de l'information. Je pense que le problème actuel en Tunisie par rapport à la notion de démocratie, puisque j'ai entendu un peu les différents intervenants poser des questions et faire quelques remarques, le problème actuel en Tunisie en termes de statistique et démocratie, c'est un problème de confiance. On a une inconfiance ou une absence de confiance endémique en la statistique en Tunisie. Et cela se justifie très bien, parce que pendant plus de 50 ans, on nous balançait n'importe quoi, on nous donnait des informations qui faisaient plaisir plutôt aux dirigeants, qui leur permettaient d'asseoir leur position en tant que dirigeants et de maintenir, disons, un équilibre social satisfaisant, de sorte que, finalement, on s'est habitué à avoir des chiffres
S'il n'était pas faux, parce que je pense que certains producteurs de la statistique, surtout publique en Tunisie, faisaient très bien leur travail malgré tout, mais même s'il n'était pas faux, il cachait un grand volet de la réalité. Ce qui est le cas par exemple pour tout ce qui est statistique régionale dont on ne voyait jamais la couleur, parce que les différences entre régions en Tunisie sont énormes et on ne parlait jamais de dispersion en donnant des résultats. Donc, les résultats publiés très souvent donnaient des chiffres moyens qui n'exprimaient pas tous les écarts qui existaient entre les différentes régions de la Tunisie. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense que l'INS fait beaucoup d'efforts pour développer tout ce qui est statistique régionale, ceci pour l'aspect public. D'ailleurs, il suffit de voir toutes les structures statistiques régionales qui sont mises à l'honneur aujourd'hui pour que la statistique régionale reprenne du galon et que l'on puisse utiliser ces statistiques afin de produire un plan de développement national. Pour ce qui est de la statistique privée, c'est un autre problème de confiance parce que c'est vrai, on l'a vu lors des élections présidentielles, donc chaque institut a donné ses chiffres, les chiffres étaient plus ou moins proches de la réalité, mais il faut se dire une chose, de toute façon pour ce qui est des institutions privées, la loi ne peut pas régir leur travail au détail, mais il n'y a que leur travail qui leur permettra de réussir ou pas, parce qu'avec le temps, on ne peut gagner la confiance des personnes qui sont utilisatrices de ces données que si on a prouvé que nos données sont bonnes. C'est aussi bien, ça vaut aussi bien pour le public que pour le privé. Je donne toujours l'exemple de la NPE il y a quelques années, il y a 2 ans je crois, qui avait publié un chiffre sur le chômage en France qui avait dégringolé, et puis 3 semaines plus tard, rectificatif, ils étaient là, ils étaient dans les médias et ils précisaient qu'ils s'étaient trompés. Et ça permet de gagner la confiance. C'est le seul moyen. Aujourd'hui en Tunisie, nous n'avons que le temps devant nous pour prouver que notre statistique est bonne et pour prouver que nous essayons de faire du bon travail. On arrête. Est-ce qu'il y a une dernière question? Non? Oui, une dernière observation, si vous me permettez, qui va dans le sens de madame, en matière de manipulation des statistiques, par exemple, pour le calcul des taux de pauvreté dans le pays, ou de calcul d'abandon scolaire. On cachait les aspects désagréables. On ne disait pas que la dispersion, la pauvreté était plus abondante dans les régions, et on cachait pour la scolarité que 100 000 gamins quittaient l'école chaque année. On dit que tout le monde est scolarisé, mais on cachait que 100 000 enfants quittaient l'école. J'ai bien une question. Une petite observation, si c'est possible. Une toute petite observation à propos de la Grèce et de l'Argentine. Je crois que les 2 cas sont diamétralement opposés. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi sur ce point. Ce sont 2 phénomènes qui sont opposés. On est bien d'accord là-dessus. Avec un élément encore plus perturbateur, qui me met vraiment hors de moi, c'est que la Grèce a été conseillée pour manipuler ses statistiques financières par une grande entreprise Goldman Sachs, pour ne pas la citer. Et là, le scandale de Goldman Sachs n'est pas estimé que son éthique de sorte de production ne l'autorisait pas à permettre à la Grèce de falsifier ses statistiques. Là, il y a un problème. Je crois que le problème soulevé par là, pas fondamental, je crois que le problème n'était pas la production de chiffres, les chiffres existaient en Tunisie, mais ils étaient devenus secrets. Et au fond, il y avait la même chose que ce qui s'est passé en URSS pendant des années. Les chiffres, les agrégats macroéconomiques n'étaient pas connus du public, ils s'étaient réservés à une petite élite du parti et du gospel. Et donc le problème n'était pas tellement la mauvaise qualité des statistiques, le problème c'était le secret mis sur les chiffres statistiques. Et ça, l'information statistique à tout le monde, et pas seulement au ministre ou au gouvernement, c'est tout à fait fondamental pour augmenter la confiance du public. Oui, je peux juste rajouter un tout petit peu. C'est vrai que cette question de confiance, elle est aussi liée à l'indépendance de l'Institut de Stade par rapport au pouvoir politique. Je veux dire, tu parlais de l'ex-URSS, moi j'étais en coopération à Moscou en 2000, je sais pas, il y a 10 ans simplement. L'Institut de Stade
a fait des évaluations de moyenne des salaires dans la fonction publique. Il a trouvé un certain chiffre et la publication du gouvernement n'a pas été le chiffre publié par l'Institut de Stat. Voilà, c'est ça. Donc c'est une question d'indépendance aussi. À la limite, c'est pas gênant si le chiffre fabriqué par la statistique est rendu public. Il n'a bien évidemment pas été rendu. Voilà, ça c'est évident. Je me nomme Philippe Zombré, élève ingénieur en statistique et analyse de l'information. Bon, je voudrais rebondir sur la question de la confiance. Bon, tout à l'heure, Mme Monet, lorsqu'elle faisait la présentation de la Charte nationale de la statistique, elle a parlé de rectification des erreurs. Maintenant, bon, ma question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que la statistique, qui est censée être une science rigoureuse, produit des informations fiables, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un certain divorce entre rectifier les erreurs et aussi acquérir de la confiance? Donc, bon, c'est ma question comme ça. Merci. Non, au contraire, je crois que reconnaître ses erreurs permet de monter la confiance. Hein? Non, je crois que c'est tout à fait fondamental. Tout le monde peut faire des erreurs. L'erreur est humaine. Donc, mais l'important, c'est que quand vous rectifiez une erreur, au contraire, ça va permettre d'augmenter la confiance du public. Je crois que... Donc moi je pense qu'il est très important, le principe de la charte, c'est l'indépendance. Et l'indépendance scientifique a été toujours quelque chose qui existait à l'Institut statistique, puisqu'on travaille dans un contexte mondial et on ne peut pas faire des choses qui ne sont pas harmonisées. Mais le problème qui existait avant, c'était sur la diffusion des données, sur la communication. Et là, il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits par l'Institut, plus ou moins l'Institut national de la statistique, après la Révolution, sur la présentation des données et sur la communication. Il y a beaucoup de travail à faire, je le sais, sur la communication, comment avoir confiance, comment avoir la confiance des utilisateurs et garder cette confiance. Mais il faudra que les utilisateurs aussi soient garants avec nous pour cette confiance, pour cette indépendance. Donc il faut que les médias, il faut que la société civile soit aux côtés de la statistique publique pour être garant de cette indépendance, indépendamment des pouvoirs politiques. Et là, sur les erreurs, au contraire, ça fait augmenter la confiance quand on dit qu'on a une erreur sur notre publication parce qu'il y a un tableau Excel qu'on n'a pas bien mis ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est au contraire. Et donc, il faudra aussi communiquer, trouver des moyens d'avoir le dialogue entre les producteurs de l'information statistique et les utilisateurs, et avec les différentes catégories d'utilisateurs, parce que tous les utilisateurs ne sont pas de même niveau. Donc il faudra beaucoup travailler en Tunisie sur la culture statistique. Comment présenter l'information aux médias. C'est pas la même chose que présenter l'information à un universitaire ou à un chercheur. Donc il faudra trouver des canaux de dialogue avec les différents segments d'utilisateurs et communiquer sur toute cette production statistique. On a beaucoup de chiffres et aussi avoir le partenariat, comme a dit Madame Lim, le partenariat entre l'université, le monde de la recherche et le monde de la production statistique pour faire l'analyse. Ce qui manque aussi en Tunisie, c'est l'analyse de cette information très riche et statistique qui permettrait de voir les disparités régionales, d'améliorer notre processus de développement. Donc c'est un travail collégial qu'on doit faire tous ensemble pour avoir confiance en ces statistiques et garder cette confiance dans le temps. Juste pour compléter sur la question, Madame la secrétaire d'État parlait de l'enquête emploi annuelle et qu'il allait avoir des enquêtes emploi trimestrielles. Forcément, il y aura entre les estimations longitudinales et les estimations transversales, il y aura certainement à un moment donné des ajustements à faire entre les résultats trimestriels et les résultats et les estimations annuelles. Ce ne sont pas des erreurs, ce sont des calages liés à effectivement la temporalité des différentes enquêtes. Je voulais savoir si l'État fait suite après au rapport que vous faites au niveau de l'INS, c'est-à-dire qu'il y a des chiffres, mais il n'y a pas des analyses. Donc l'État, est-ce qu'il fait des analyses après, par exemple, si on prend exemple le recensement 2014, et en 2015 déjà il y avait un retard par rapport à la publication, mais est-ce que l'État il a fait suite, c'est-à-dire en analysant les données, on établit, après
est-ce qu'il a établi une stratégie propre à un domaine bien spécifique? Parce que faire des chiffres, faire des sondages, faire des études et après il n'y a pas des analyses, ça ne sert à rien. Il faut avoir le résultat à la fin. Réponse très rapide parce qu'on déborde. Je voulais juste dire que là, le recensement, là, on a des chiffres du recensement qui ont été utilisés c'est-à-dire c'est l'exemple concret qui donne une information statistique à un niveau désagrégé très très fin qu'on n'a pas avec une enquête classique, et c'est une aubaine pour l'État pour faire le plan de développement. Là, le plan de développement, il y a au niveau de l'ITSEC, par exemple, nos collègues de l'ITSEC, ils sont là peut-être, ils ont développé un indicateur de développement humain en se basant sur... Donc il y a des analyses qui sont faites, ça peut être fait par n'importe qui, pas uniquement par l'État, c'est le monde de la recherche, des universitaires, de faire des analyses sur ce qui est produit par l'Institut statistique ou par toute autre structure statistique publique. Il ne faut pas rester dans l'État, c'est l'État qui doit faire. On est tous responsables et chacun à son niveau, il doit faire ce qu'il a à faire. Donc on n'attend pas l'État pour faire des analyses. Vous êtes des chercheurs, vous devez faire des analyses et informer l'État de ces analyses pour qu'il prenne des bonnes décisions. Donc on ne reste pas dans l'État et on ne veut pas dire même, tout à l'heure vous avez dit, c'est l'État, on est dans le public, il y a différence entre le public et l'État, donc on est dans la statistique publique, ce n'est pas la statistique de l'État, c'est la statistique publique et on doit réfléchir dans ce contexte-là, on est la statistique publique, donc on est au service du public. L'État c'est un utilisateur parmi les autres. Juste un mot, Jean-Luc, pour terminer, tu rajoutes un mot. Oui, non, simplement, je voulais dire, la production statistique, faire un recensement, faire une enquête, ça coûte cher. Et ça coûte cher et ce n'est pas rentable. Donc, ça ne peut pas échapper au monopole de la puissance publique. En revanche, l'analyse, ça ne coûte pas cher. C'est quelques cerveaux à rémunérer. Ça ne coûte pas cher de rémunérer les cerveaux. Ça coûte beaucoup moins cher que de faire une enquête, que de faire un recensement. Et donc, il est tout à fait essentiel que les analyses soient plurielles. La production ne peut pas être plurielle, elle a un coût. L'analyse doit être plurielle. Et pour terminer peut-être sur un mot d'humeur et d'humour, un grand spécialiste de la démocratie qui s'appelait Joseph Staline, en 1936, il y a eu de grandes famines en Ukraine, organisées par les pouvoirs publics soviétiques d'ailleurs, et il y a eu des millions de morts. Un journaliste occidental interroge Staline en lui disant « Mais est-ce que c'est vrai qu'il y a eu des millions de morts en Ukraine ?» Et Staline lui a répondu « Si votre femme meurt demain, ce sera un drame familial. S'il y a une catastrophe ferroviaire, ce sera un drame national. Là, vous me parlez de millions de morts. C'est une statistique. » Merci Jean-Luc pour cette remarque. Écoutez, donc on va faire la pause et on va reprendre après sur un autre thème. Merci.